Bonjour, chers collègues, chers amis. Nous débutons presque à l'heure le 4e webinaire organisé par la SFN et la NLLF et avec le soutien également de l'ANAINF. Juste pour vous rappeler, puisqu'on est après l'été, ces réunions ont lieu sous forme de webinaire avec un rythme de 2 réunions d'une réunion tous les 2 mois. On en a 5 par an qui sont prévues. C'est la 4e aujourd'hui sur le thème neuromusculaire. Un grand merci à Marine Nouveau de la SFN qui organise toute la logistique et à Elsa Mana de la SFN Junior maintenant. Elle n'est plus à la NINF, mais à la SFN Junior qui s'occupe de toute la diffusion sur les réseaux sociaux. Et je vous précise aussi, bien sûr, que ce webinaire sera en replay sur le site de la SFN. Alors, vous allez avoir tout à l'heure le programme. Vous pouvez poser toutes vos questions soit dans le chat, soit dans la rubrique questions, dans la plateforme du webinaire. Et nous les centraliserons. On ne pourra peut-être pas répondre à toutes, mais on essaiera de les regrouper. Donc, n'hésitez pas en tout cas à intervenir dès le début pour vos questions. Et voici donc, sans plus attendre, le programme coordonné par le professeur Chara Matarieu. Bonjour, merci beaucoup. À mon tour aussi, je voudrais d'abord remercier les participants et la SFN pour l'organisation, enfin pour nous avoir donné l'occasion d'organiser ce webinaire. Pourquoi ce thème? Parce que les nouveautés dans les maladies neuromusculaires ces dernières années sont vraiment très importantes. Des thérapies innovantes sont en cours ou sont déjà arrivées. Nous sommes heureux de pouvoir faire bénéficier à nos patients ces thérapeutiques et puis partager ces informations avec vous et notre enthousiasme avec les plus jeunes que nous invitons à joindre cette belle sous-spécialité. Alors, le premier intervenant, donc Pascal Laforêt, qui parlera des nouveautés dans les amyotrophies spinales et les maladies les myopathies. Alors, je précise qu'on ne va pas parler des maladies traitables, il y en a beaucoup dans le neuromusculaire, malgré sa réputation initiale, mais uniquement des nouveautés. Ensuite, Emmanuel parlera des traitements nouveaux dans myasthénie et moi, quelques traitements dans les neuropathies. Merci beaucoup de ce très beau programme. Et donc, sans plus attendre, on va écouter la présentation du professeur Pascal Laforêt, qui est un neurologue spécialisé dans les maladies neuromusculaires au centre hospitalier Raymond Poincaré à Garches. Merci Céline. Alors, bonjour à tous et à toutes. Voilà, j'affiche mon écran. Alors, est-ce que tu peux juste me confirmer que c'est bon? Merci. Parfait. Donc, j'ai le plaisir de faire cette première présentation et je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Donc, le thème de ma présentation, c'est la révolution thérapeutique dans les myopathies et la myotrophie spinale. Alors, évidemment, le temps étant court, je vais prendre 2 exemples. Tout d'abord, mes liens d'intérêt. À partir du moment où on est impliqué dans des nouveaux traitements, eh bien, forcément, on a des liens, des conflits d'intérêts que vous voyez ici. Alors, pour introduire le sujet, hein, les maladies musculaires, c'est un ensemble très vaste de maladies, avec plusieurs centaines de maladies aujourd'hui identifiées. Et, beaucoup d'entre elles sont des maladies génétiques. Ces maladies sont prises en charge, comme vous le savez, dans des centres de référence qui se situent sur tout le territoire, au sein d'une grande filière qui s'appelle Filnemus, qui est coordonnée par le professeur Chara Matarian, ici présent et qui organise cette session. Et dans notre filière, on a 3 grands centres de référence au sein desquels se situent différents centres. Et c'est très important puisque c'est cette coordination, cette collaboration qui permet d'avancer dans tous les projets de recherche académique et aussi les protocoles thérapeutiques. Et c'est ce qui fait aussi notre force au niveau français.
Alors, les maladies neuromusculaires, comme Sharam le disait aussi en introduction, pendant très longtemps, on se disait que ce n'était pas très intéressant parce qu'il n'y avait pas de traitement. D'abord, on ne savait pas les diagnostiquer, puis il n'y avait pas de traitement. Aujourd'hui, tout a changé. On sait les diagnostiquer. Les maladies génétiques, maintenant, pour la plupart d'entre elles, on a la possibilité d'avoir un diagnostic génétique précis. Et puis, il y a des traitements, y compris pour des maladies génétiques. Et donc, les maladies traitables, on les retrouve à la fois dans les maladies acquises, classiques, mais aussi dans certaines maladies génétiques. Et c'est ça, donc, la révolution qu'on vit aujourd'hui. Alors, je vais prendre l'exemple d'abord de la maladie de Pompe, qui est une des premières maladies musculaires pour lesquelles on est disposé d'un traitement et qui est assez emblématique des avancées, mais aussi des limites. Il faut être honnête. Pardon ? Il faut être honnête, ces traitements ont des limites et c'est ce que je voudrais aussi vous montrer. La maladie de Pompe, c'est une maladie métabolique due à un déficit enzymatique qui s'appelle l'alpha-glucosidase alpha. Et ça se traduit par une accumulation de glycogène dans les cellules. Vous voyez ici une biopsie musculaire. En microscopie optique, on voit des vacuoles. Et en électronique, on voit la surcharge en glycogène à l'intérieur du lysosome, et c'est cette surcharge qui aboutit à une myopathie. La particularité de cette maladie, c'est qu'il y a un spectre très large qui va de forme infantile, très sévère, avec atteinte cardiaque et décès très précoce, à des formes de l'adulte, qui sont en fait majoritaires, et nous, neurologues, on voit essentiellement ces formes de l'adulte qui se présentent avec une atteinte musculaire des ceintures proximales et très souvent une atteinte respiratoire. Vous voyez ici un patient qui a une ventilation assistée sur trachéotomie, puisque certains de ces patients ont des très grosses atteintes respiratoires, essentiellement diaphragmatiques. Donc toute la gravité de la maladie est liée à cette atteinte respiratoire. Donc là, les grandes avancées sont l'arrivée pour cette maladie d'une enzymothérapie substitutive qui consiste à avoir une enzyme recombinante que l'on perfuse avec des perfusions tous les 15 jours à l'hôpital. C'est ce qui se passe pour beaucoup d'autres maladies lysosomales, notamment la maladie de Fabry, la maladie de Gaucher, qui sont aussi des maladies neurologiques en partie. Et point important, ces médicaments sont très coûteux. Le Myozyme, vous voyez ici, représente en moyenne 310 000 € par an par patient adulte. Les enfants, c'est moins cher, mais vous voyez, c'est des coûts très importants. Et donc, il est évidemment très important de savoir ce qu'on fait et d'avoir une idée de l'efficacité de ce traitement à long cours. Alors, les effets de ce médicament sont spectaculaires chez certains patients, en particulier chez les enfants. Et on a vu dans les premiers essais des enfants qui étaient initialement très hypotoniques, avec une atteinte cardiaque très sévère, que vous voyez ici à gauche sur une radio, qui se sont considérablement améliorés après plusieurs mois d'enzymothérapie. Et ce que l'on peut voir chez des enfants répondeurs, c'est une régression de l'atteinte cardiaque et des possibilités parfois de marche qui ont complètement récupéré. Et donc, c'est sur cette base que le médicament a très vite été commercialisé quand on a vu ses premiers essais. Là, vous voyez également une photo qui montre un résultat qui semblait vraiment très spectaculaire d'un jeune patient, forme juvénile, donc là, c'est des formes plus tardives, qui était au fauteuil roulant et qui jouait au ballon après 2 ans de traitement. Donc, quand on voit ça, on se dit c'est vraiment le miracle. Mais les choses sont quand même plus compliquées. Donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il faut du temps pour avoir une idée précise des traitements et de l'efficacité des traitements, puisque ces traitements ont un effet initial assez net, très marqué chez les enfants, avec des améliorations, comme je vous l'ai montré, parfois spectaculaires. Chez les adultes, on voit souvent une amélioration de la marche et des capacités respiratoires. Donc là, apparemment, je suis désolé, la vidéo ne marche pas, mais là, je vous montrais 4 patients qui avaient participé aux premiers essais d'enzymothérapie, qui avaient tous des troubles de la marche, comme on en voit dans cette maladie, et dans les myopathies des ceintures, avec un déhanchement, une hyperlordose, la marche myopathique. Ces patients donc, ont été traités depuis 2005, et moi, j'ai continué à les suivre jusqu'à ce jour.
Et malheureusement, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une dégradation très nette, malgré le traitement. Le patient d'en haut à gauche, aujourd'hui, marche avec 2 cannes très difficilement. Le patient à droite est malheureusement décédé de complications de sa maladie, complications respiratoires, mais aussi une grosse atteinte musculaire. Et les 2 patientes d'en bas sont aujourd'hui au fauteuil roulant. Donc clairement, malgré un effet initial, il y a par la suite une reprise évolutive de la maladie, un échappement au traitement, je ne sais pas quel terme utiliser. Ça ne veut pas dire que le médicament ne marche pas, mais l'effet stabilisant qu'on voyait au début est finalement limité. Et là, je vous montre ce que l'on a fait au niveau de la filière. Il y a un registre français sur cette maladie où on collige les données de suivi des patients dans tous les centres de la filière où les patients sont perfusés. Et on a pu donc faire une analyse de toutes ces données sur le long terme, hein, avec des patients qui sont traités jusqu'à 10 ans. Et vous voyez ici le reflet de ce que l'on voit au quotidien, à savoir que l'amélioration, là c'est le test de marche de 6 minutes, excusez-moi, hein, qui est une méthode qui nous permet d'évaluer assez facilement les capacités motrices des patients, en tout cas de locomotion. Et bien, ce test de marche de 6 minutes, il s'améliore relativement légèrement, mais il s'améliore sous traitement dans les 2 premières années. Et après, vous voyez, il se redégrade. Là, il y a une échelle en bas qu'on utilise aussi souvent, qui est l'échelle MFM. Et donc, on voit également une amélioration initiale suivie d'une dégradation secondaire. Alors, point important, il y a des évolutions différentes d'un patient à l'autre, et c'est ce qui fait aussi la complexité de l'analyse de ces traitements et de ces maladies, c'est que l'évolution varie d'un patient à l'autre, elle est toujours lente, mais il y a des patients qui sont plus répondeurs que d'autres, et ça, on n'a pas de facteur prédictif. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, cette maladie qui était une des premières maladies qu'on a pu traiter avec un traitement innovant, on voit les limites du traitement, mais on voit arriver aussi des nouveaux traitements et c'est en ça que la révolution thérapeutique continue puisque aujourd'hui, il y a des nouvelles enzymothérapies qui sont en train d'être mises sur le marché. Hein. Il y a des essais qui se sont terminés, je n'ai pas le temps ni prévu de les détailler, mais il y a des nouvelles enzymothérapies substitutives qui ont fait l'objet d'essais. Mais il y a également des projets de thérapie génique qui sont très avancés, qui sont en phase 1 actuellement. Et il y a aussi d'autres projets basés sur les oligonucléotides ou les petites molécules, avec notamment un projet sur l'inhibition de substrat, où l'on pourrait agir sur une enzyme qui limite l'accumulation de glycogène, qui s'appelle la glycogène synthase. Et pour vous montrer un petit peu le champ, les perspectives actuelles et l'intérêt qu'il y a pour ces maladies du côté de l'industrie pharmaceutique. Hein. Là, vous voyez différentes captures d'écran de laboratoires qui mettent en place des essais dans la maladie de Pompe, enzymothérapie en haut, avec 2 enzymes qui ont fait l'objet d'essais qui se sont terminés et une alpha-glucosidase alpha qui est que l'on peut actuellement prescrire en ATU de cohorte, et puis des laboratoires qui travaillent sur la thérapie génique et d'autres sur les petites molécules. Les limites, malgré tout cela, les limites sont importantes. Pourquoi? Parce que tous les traitements d'enzymothérapie, pour l'instant, ciblent le glycogène et donc l'enzyme recombinante permet de diminuer le taux de glycogène, mais il y a d'autres mécanismes qui rendent la maladie très complexe, notamment des perturbations du mécanisme d'autophagie, du fonctionnement lysosomal, et ça, l'enzymothérapie n'arrive pas à compenser ces perturbations d'autophagie. Et puis, l'autre difficulté qu'on a, et ça c'est important pour toute maladie, c'est le fait qu'il n'y a pas de biomarqueur vraiment fiable, qu'il n'y a pas de marqueur prédictif de la gravité ou de l'évolution sous traitement. Donc, il faut absolument continuer des recherches fondamentales pour essayer de mieux comprendre à la fois la physiopathologie et à la fois rechercher des facteurs qui nous aideraient à aider à évaluer les traitements. Et puis, dernière difficulté, eh bien, c'est le nombre limité de patients. Ça, vous le savez, les maladies rares, une des difficultés, c'est de pouvoir faire des essais à large échelle. On est limité par le petit nombre de patients, c'est relatif, et plus les essais avancent, plus il sera difficile de faire de larges essais à l'avenir. Alors, deuxième point, je vois que le temps passe, mais je voudrais vous parler de manière un peu plus brève d'un autre exemple qui est celui de l'amyotrophie spinale. Alors, c'est une maladie dont vous avez certainement plus entendu parler puisqu'elle est beaucoup plus fréquente. C'est une maladie du motoneurone, ce n'est pas une myopathie, c'est une maladie où il y a
plusieurs milliers de patients en France, en tout cas plus de 1000 recensés aujourd'hui sur un registre français. Là aussi, on a un spectre qui va de formes infantiles extrêmement sévères à des formes adultes avec 4 types, classiquement, type 1, type 2, type 3, type 4, en fonction de la possibilité d'acquérir la position assise ou la marche. Et nous, neurologues, encore une fois, on voit des patients à l'âge adulte qui sont des types 2 ou 3 ou 4, puisque les types 1, la plupart du temps, décèdent malheureusement. Et les patients adultes, et ça c'est très important, sont souvent des patients avec une maladie très sévère, qui ont des problèmes de rachis, qui sont arthrodésés, qui sont au fauteuil roulant, qui sont ventilés. Et aujourd'hui, il y a aussi des nouveaux traitements pour ces patients. Alors ça, c'est une autre révolution qui est survenue il y a quelques années seulement, avec des traitements de thérapie génique, un essai qui avait été publié dans le New England, et des traitements avec oligonucléotides ou petites molécules qui permettent aussi de compenser l'anomalie génétique. Ces traitements s'appellent le nusinersen ou le Spinraza et le risdiplam ou Evrysdi pour les petites molécules, et le traitement de thérapie génique, c'est le Zolgensma, qui est un nom tout à fait imprononçable de molécule. Juste une photo qui vous montre que ces médicaments ont un effet là aussi spectaculaire chez les enfants. Dans l'étude avec le nusinersen chez des enfants, on voit que l'espérance de vie est considérablement améliorée versus des patients non traités. Donc là, on a, comme dans la maladie de Pompe, des effets spectaculaires chez les enfants. Mais chez l'adulte, c'est beaucoup plus compliqué parce que les patients adultes, d'abord, n'ont pas fait l'objet d'essais spécifiques, donc on a beaucoup moins de recul et on n'a même pas d'évaluation dans le cadre d'essais pour les adultes. On n'a pas non plus de données d'histoire naturelle qui permettent de comparer à des données d'histoire naturelle. Et l'efficacité chez les adultes des traitements est beaucoup plus modeste puisque ces patients sont au départ extrêmement déficitaires. Et donc, on a des difficultés d'évaluation pour ces patients. Donc là, le gros problème que l'on a, c'est de pouvoir évaluer le bénéfice de ces médicaments. Les traitements que l'on donne aujourd'hui chez les adultes, c'est les petites molécules et les oligos, la thérapie génique est réservée pour les enfants, mais les difficultés qu'on a, c'est que les méthodes habituelles de mesure de force, les testings musculaires, le test de marche, en général ne sont pas applicables parce que les patients sont en fauteuil roulant. Et donc, il faut trouver des nouveaux outils. Et ces nouveaux outils, c'est les outils qui permettent de mesurer des forces très faibles, des mesures de pinch, des mesures de grip, mais malgré ça, certains patients sont tellement déficitaires qu'on n'arrive pas à les évaluer. Et donc aujourd'hui, on a recours à des Patient Reported Outcomes, PRO, dans la littérature anglo-saxonne. Ces méthodes ont été utilisées, par exemple, déjà dans la sclérose en plaques, et on est en train de les découvrir dans les maladies musculaires. Et donc, on est en train d'essayer de trouver des moyens d'évaluer le bénéfice des traitements chez des patients qui ont de très gros déficits, et on se base sur leurs attentes avec des entretiens semi-directifs avec un ergothérapeute ou un kiné qui permet d'essayer d'évaluer ce dont le patient a le plus besoin. Est-ce que c'est de mieux téléphoner, de mieux parler, de tenir son joystick? On essaye de quantifier ça et on voit au cours du suivi du traitement si avec ces échelles, on arrive à aller jusqu'à un objectif espéré par le patient, alors même que quand on évalue les patients, on ne voit pas d'amélioration toujours en termes de force. Donc c'est ça la difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui, avec des traitements extrêmement novateurs, mais dont on a encore beaucoup de mal à évaluer l'efficacité chez nos patients adultes. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement organisé et structuré pour suivre ces patients. Et donc là encore, j'en reviens à l'importance du rôle de la filière. On a des RCP, comme pour toutes les maladies rares. On essaye d'évaluer au mieux ces patients et on définit des critères d'évaluation et d'efficacité un peu au cas par cas pour chaque patient. Et c'est comme ça qu'on arrive à voir les effets au long terme de ces nouvelles thérapies. Et là, aujourd'hui, on a encore besoin d'avoir un petit peu plus de recul pour pouvoir dire quel est le degré d'efficacité de ces nouveaux traitements dans cette population de patients avec amyotrophie spinale de l'adulte. Donc, je remercie chaleureusement la Société de neurologie
la NINF et les organisateurs du webinaire. Un grand salut à la filière, à Charam qui soutient toutes les actions et je laisse la parole à l'orateur suivant. Merci beaucoup à tous de revenir, voilà, et pour cette présentation très claire. Je crois que c'est très enthousiasmante. Surtout, je note vraiment les similarités avec d'autres maladies génétiques dans lesquelles il y a aussi une révolution thérapeutique. C'est quand même, j'espère que les plus jeunes sont aussi passionnés que nous. J'ai juste une question qui a été posée concernant l'enzymothérapie. Donc, j'imagine que c'était plus pour la maladie de Pompe. Est-ce que les patients les plus jeunes sont meilleurs répondeurs au long cours par rapport aux patients adultes dont l'état se dégrade? Est-ce qu'on a suffisamment de recul, en fait, autrement dit, oui, pour alors savoir si finalement cette dégradation ne se fait pas quand même? C'est un problème. Ah oui, j'ai pas eu le temps de tout aborder, mais la dégradation, malheureusement, on la voit aussi chez les enfants. Et les enfants sous enzymothérapie, en gros, il y en a un tiers qui décèdent malgré l'enzymothérapie parce qu'ils sont trop sévères au début, parce qu'il y a des anticorps, il y a des mécanismes immunologiques. Un tiers qui répondent plutôt bien et un tiers qui répondent très mal. Et là, on est à presque 20 ans de traitement pour les premiers enfants. Et en fait, la réalité, c'est qu'on n'a pas encore vu d'enfants en transition adulte. Donc, les enfants, on n'a pas vraiment d'idée de leur état, mais ils ne vont pas très bien quand même. Donc, les patients se redégradent et développent une myopathie qui peut être très sévère de l'enfant. Donc, on transforme la maladie. On évite le décès, mais on transforme dans beaucoup de cas en une maladie très sévère. Oui. Merci beaucoup, Charam. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, j'ai le plaisir d'inviter l'oratrice suivante, Emmanuel Campana-Saleur, praticien hospitalier dans le service, avec qui je partage beaucoup de nombre d'heures dans la journée. C'est un grand plaisir. C'est vraiment un bonheur de t'avoir comme collaboratrice, Emmanuel. En plus de toutes ces qualités humaines, une grande experte dans les maladies neuromusculaires et myasthénie. Merci Charam pour ces gentils mots. Donc bonjour à tous. Voilà, je remercie beaucoup les organisateurs de m'avoir proposé de parler de ce sujet passionnant, la révolution thérapeutique dans la myasthénie en 2022. Ça n'est pas un vain mot. Donc bien sûr, je ne vais pas vous réexpliquer ce qu'est la myasthénie, hein, qui est une maladie de la jonction neuromusculaire auto-immune et qui est de loin une des maladies neuromusculaires les plus fréquentes. Alors, cette révolution thérapeutique là, vous voyez aussi, comme Pascal Laforêt, voici mes conflits d'intérêts. Donc, en pratique, il y a eu ces dernières années un véritable développement exponentiel des traitements que vous voyez illustré par cette figure qui est tirée du Lancet Neurology de cette année. Vous voyez que, donc en rouge, les médicaments qui ont fait l'objet d'un essai contrôlé. Et vous voyez entre 2010 et 2020 la flambée de ces traitements. Et on va essayer donc de synthétiser tout ça au cours des minutes qui viennent. Alors, j'ai pas résisté à vous faire quand même un petit. Alors, excusez-moi, là, je vois mon écran, je ne sais plus pourquoi. Donc, de faire un petit retour en arrière vers les recommandations qui avaient été faites en 2015, où vous voyez finalement que le traitement dans la myasthénie, il n'y avait pas beaucoup de lignes thérapeutiques. Donc, la première ligne d'immunosuppresseur, c'était azatioprine ou mycophénolate mofétyle, plus ou moins corticoïdes. Le traitement des poussées avec les plasmaphérèses ou les immunoglobulines intraveineuses. Et puis, en seconde ligne d'immunosuppresseurs, le rituximab, la cyclosporine ou le tacrolimus. Et donc, vous allez voir qu'en maintenant 7 ans, les lignes changent. Alors, pour résumer un peu, si on regarde les traitements en fonction de leur rapidité d'action, donc nous avons la catégorie des traitements symptomatiques, mestinon, mitellase,
qui sont les anticholinésterasiques. Il y a les traitements de durée d'action courte qui sont classiquement les traitements des crises myasthéniques, mais qui peuvent être utilisés parfois en adjonction du traitement de fond. Et puis le traitement de durée d'action longue, que sont les corticoïdes, l'azatioprine, le mycophénolate, le cyclophosphamide, qui sont les traitements de durée d'action longue. Et puis, donc là, on va parler des nouveaux traitements qui sont d'une part des traitements de durée d'action courte, que sont les anticompléments et les anti-FcRn majoritairement, et puis des traitements de durée d'action longue qui, eux, vont plutôt diminuer l'activation des cellules B. Avant de parler de tous ces nouveaux traitements, on doit d'abord refaire un petit rappel, un petit rafraîchissement de la physiopathologie de la myasthénie. Alors, comme vous le savez, quand le potentiel d'action arrive dans la terminaison nerveuse présynaptique, cela va conduire en fait à une activation des canaux calcium voltage dépendants, une entrée de calcium qui va entraîner une exocytose des vésicules d'acétylcholine et un relargage de la grine dans la fente synaptique. L'acétylcholine, en se fixant sur le récepteur de l'acétylcholine, va entraîner un afflux de sodium et la contraction musculaire. Et à côté, la fixation de la grine sur le complexe qui associe la protéine LRP4 et le récepteur tyrosine kinase MuSK va avoir un rôle essentiel en fait dans le fait qu'on a une membrane postsynaptique bien fonctionnelle avec des récepteurs de l'acétylcholine qui sont bien regroupés en face de l'endroit où l'acétylcholine va arriver et qui va recycler aussi ces récepteurs de l'acétylcholine. Alors, quand on a une myasthénie, eh bien, on a des auto-anticorps. Alors, en majorité, le plus souvent, les patients ont des anticorps anti-récepteurs acétylcholine, mais il y a d'autres types d'auto-anticorps, notamment les anti-MuSK, les anti-LRP4. Et ce schéma vous résume un peu les principales modalités d'action. Donc, vous avez dans la myasthénie une activation des cellules B qui va entraîner une production d'auto-anticorps. Ces auto-anticorps, le phénomène majoritaire, quand il s'agit d'anticorps antirécepteurs acétylcholine, va entraîner une activation du complément et la formation de complexes d'attaque membranaire qui vont entraîner une lyse de la membrane musculaire. D'autre part, il va y avoir un autre mécanisme avec une modulation antigénique par la fixation des auto-anticorps sur les récepteurs de l'acétylcholine qui va conduire à leur internalisation et leur dégradation, donc moins de récepteurs à l'acétylcholine sur la membrane postsynaptique. Il va y avoir un phénomène donc plus intuitif de blocage des anticorps qui bloquent les récepteurs acétylcholine, qui est intuitif mais qui est quand même minoritaire. Et en ce qui concerne les récepteurs, les anticorps anti-MuSK et anti-LRP4, eux vont jouer en bloquant en fait ce mécanisme qui permet le rassemblement des récepteurs à l'acétylcholine à la surface de la membrane, leur ancrage, et donc va rendre aussi cette membrane postsynaptique moins fonctionnelle. Alors, ces nouveaux traitements vont cibler plusieurs choses. Premièrement, vont lutter contre l'activation des cellules B. Et là, la tête de file que vous connaissez, c'est les anti-CD20 en tête de file, le rituximab. Alors, le rituximab, en fait, ça fait quand même des années qu'on l'utilise dans la myasthénie. Il a prouvé un bénéfice dans cette méta-analyse qui a été publiée en 2021 et qui recense 417 patients avec différents types d'auto-anticorps et qui a montré un net bénéfice. C'est également le cas dans un essai multicentrique contrôlé en aveugle dans la myasthénie anti-MuSK publié en 2017. En revanche, il a été décevant que dans cet essai de phase 2 qui était randomisé, contrôlé dans les myasthénies anti-RAC, le critère d'épargne cortisonique n'a pas pu être démontré avec l'utilisation de ce médicament. Il n'en demeure pas moins que c'est un médicament qui reste très utilisé et qui maintenant se dessine comme étant réellement une première ligne dans la myasthénie anti-MuSK et très utilisé dans la myasthénie réfractaire. Alors, dans les autres lignes
qui cible les cellules B, donc les autres inhibiteurs directs ou indirects des cellules B. Donc, il se profile des anti-CD20 de nouvelle génération qui seront probablement mieux tolérés, plus efficaces, pour lequel je vous ai cité une petite liste de certains de ces traitements qui sont déjà utilisés dans d'autres affections et pour lesquels on n'a pas encore de données robustes dans la myasthénie. Il y a aussi un anti-CD19 qui est approuvé dans la neuromyélite optique et pour lequel il y a une phase 3 qui est actuellement en cours dans la myasthénie. Et puis ensuite, il y a des inhibiteurs qui sont plus indirects, qui vont cibler les médiateurs de l'infection, que sont les cytokines, les interleukines, avec par exemple les inhibiteurs de l'interleukine 6, parmi lesquels on peut citer par exemple le satralizumab, qui lui aussi est approuvé dans la neuromyélite optique et pour lequel une phase 3 est actuellement en cours dans la myasthénie. Donc je n'ai pas le temps en fait de vous citer pour vous dire la multiplicité des approches, l'ensemble des autres médicaments qui sont avec ce type de mode d'action et qui sont actuellement en phase 2 ou en phase 3 dans cette maladie. Alors, on va passer plutôt à une autre modalité d'action, qui sont les thérapies qui ciblent le complément. Alors, vous avez compris que c'est quand même une approche qui est séduisante dans la myasthénie, puisque le complément est très impliqué dans la physiopathologie de la myasthénie à anticorps antirécepteurs à l'acétylcholine positif. Alors, il y a actuellement plusieurs inhibiteurs du complément qui sont développés dans la myasthénie. Ils ont tous la particularité de cibler la protéine C5, qui est une protéine terminale qui va permettre le clivage entre C5A et C5B et entraîner ensuite la formation du complexe d'attaque membranaire. Et le fait de cibler C5 a l'avantage de préserver toute la cascade proximale du complément et donc d'éviter un certain nombre d'effets indésirables sérieux. Le premier médicament qui est apparu dans cette ligne de traitement, c'est l'éculizumab. L'éculizumab, c'est un anticorps monoclonal humanisé qui cible le composant donc C5, qui a fait l'objet d'une phase 2, puis d'une phase 3. Alors, la phase 3 s'est révélée positive uniquement sur les critères secondaires, parce qu'en fait, le critère primaire, qui était le changement de la baseline à la semaine 6 pour le score MG-ADL, n'a pas été rempli. Et qui a globalement un très bon profil de tolérance. Il a été rapporté des infections mineures et des céphalées, est actuellement commercialisé en France, mais n'a pas forcément, reste quand même utilisé dans des myasthénies très réfractaires parce qu'il a l'inconvénient d'être administré tous les 15 jours par voie intraveineuse, qui est un peu lourd pour les patients, et nécessite une prophylaxie antibiotique au long cours et une vaccination. Ça, c'est le cas de tous les médicaments de cette classe. Alors, il y a d'autres médicaments dans cette classe de traitement qui arrivent. Alors, il y a tout d'abord le ravulizumab, qui en fait est un éculizumab, j'ose dire, amélioré, puisque c'est un anticorps monoclonal qui va cibler le C5, mais qui va être de longue durée, pour lequel les immunoglobulines, les injections sont nécessaires uniquement toutes les 8 semaines. Qui a eu un essai de phase 3 qui n'a pas été pour l'instant publié, mais dont vous voyez là des figures qui sont extraites d'un poster qui est consultable en ligne, qui a porté sur 175 patients qui étaient avec des anticorps antirécepteurs acétylcholine positifs et qui a montré une supériorité par rapport au placebo à la 26e de traitement par rapport à la baseline et qui est en accès précoce depuis cette année. Et puis, dernier médicament de cette catégorie dont je vais parler, le zilucoplan, qui est un peu différent puisque lui, c'est un petit peptide macrocyclique qui se lie avec une grande spécificité et sensibilité à C5, qui, lui, a une autre modalité d'administration puisque ce sont des injections sous-cutanées quotidiennes, qui a eu un essai de phase 2 concluant, qui a été publié en 2019 dans JAMA Neurology, avec un bon profil de tolérance et pour lequel l'essai de phase 3 est en cours de publication avec actuellement un accès possible en ATU ou RTU.
Et puis, pour finir, avec la dernière classe de traitement dont je voulais vous parler, il y a aussi une dernière stratégie qui conduit à réduire le taux d'anticorps disponible. Et pour cela, c'est la classe que l'on appelle les anti-FcRn. Alors, qu'est-ce que c'est que le FcRn? Donc, le FcRn, c'est le facteur constant du récepteur néonatal des immunoglobulines. C'est une région qui est très importante et qui est impliquée dans le maintien des taux sériques d'immunoglobulines. Il va lier l'albumine, les immunoglobulines de type G, et les protéger de la dégradation. Ce qui explique en fait que les IgG ont une demi-vie qui est environ 4 fois plus importante que celle des autres immunoglobulines. Et ce FcRn est une cible importante maintenant de nombreuses maladies auto-immunes, pas seulement la myasthénie. Alors, les anti-FcRn, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va inhiber la liaison des IgG au FcRn, augmenter le catabolisme des immunoglobulines de type G et réduire les IgG sériques. Et donc, en fait, en réalité, vous allez faire comme une sorte de plasmaphérèse, mais avec une cinétique d'action qui est manifestement un peu différente. Et là, vous voyez, par exemple, une figure qui est extraite d'une phase 2 d'un des médicaments qui sont actuellement disponibles dans cette classe, qui est l'efgartigimod, et qui montre une réduction du taux d'anticorps antirécepteurs à l'acétylcholine après l'administration de ce médicament. Alors, le premier dont je vais parler est l'efgartigimod, qui est un fragment FC dérivé d'IgG1 de type humain, pour lequel l'essai de phase 3 a été publié. Là, vous voyez ces deux figures qui sont extraits de cet article. 167 patients ont été étudiés, dont 129 avec des anticorps antirécepteurs acétylcholine et 4% avaient des anti-MuSK positifs. Le type d'administration, c'est sur un cycle de 8 semaines avec 4 injections en 3 semaines et puis ensuite une phase de surveillance. Et le médicament a montré une supériorité par rapport au placebo à la semaine 5. Le profil de tolérance est également bon avec des infections mineures et des céphalées. Et c'est un médicament qui bénéficie depuis peu d'un accès précoce. Et puis, il y a un autre médicament qui est le rozanolixizumab, qui est un anticorps monoclonal humanisé du même type, IgG4, qui lui est en forme sous-cutanée, pour laquelle la phase 3 également n'est pas encore publiée. Là, vous voyez des données qui sont illustrées d'un poster qui est consultable en ligne, avec des phases d'injection sous-cutanée hebdomadaire, et pour lequel, là aussi, ce médicament a montré une supériorité par rapport au placebo à la semaine 6, avec là aussi un profil de tolérance qui est bon, fièvre, céphalée, nausées et diarrhée. Alors, c'est vrai que je ne me suis pas attardée pour chacun de ces essais sur les critères principaux utilisés, parce que c'est vrai que pour chacun, il y avait des subtilités qui, avec le temps qui m'est imparti, beaucoup trop court de pouvoir vous détailler tout cela. Alors, en conclusion, moi, je voulais conclure mon exposé avec ces deux petits dessins. En fait, je dirais que le neurologue qui s'occupe de myasthénie, peut-être qu'il est comme moi, il oscille entre en fait de la joie de voir toutes ces perspectives qui sont franchement enthousiasmantes de nouveaux traitements. Et puis, la question on se retrouve avec beaucoup de lignes thérapeutiques. Donc là, vous avez compris, je n'ai pas pu faire une revue exhaustive de l'ensemble des pistes thérapeutiques. Il y en a encore d'autres qui sont en cours. L'intérêt de ces nouveaux traitements, c'est qu'ils ont un très bon profil de tolérance par rapport aux anciens traitements. Et là, c'est un vrai plus par rapport aux patients. La question majeure, et c'est pour ça que je me gratte un peu la tête, ça va être le positionnement de ces nouveaux traitements dans la stratégie thérapeutique, d'autant que les essais thérapeutiques, par exemple de phase 3, n'ont pas toujours les mêmes critères, et donc comparer ces molécules entre elles est compliqué. Il va y avoir véritablement une grande réflexion pour les traitements d'efficacité rapide que sont
les anti-FcRn et les anticompléments. Et puis, vous avez vu aussi des modalités d'administration différentes entre les injections intraveineuses, les sous-cutanées. Donc, en tout cas, nos exigences de neurologues, ça va être d'être plus exigeants sur l'équilibre de la myasthénie et de devenir plus performants sur le dépistage de l'handicap résiduel de ces patients et d'être encore meilleurs pour arriver à dépister l'efficacité des traitements. Je vous remercie pour votre attention. Merci, merci. C'est vraiment. Alors là, on se rejoint, je dirais, parce que moi, évidemment, je m'occupe plutôt des maladies inflammatoires du système nerveux central et donc on a un certain nombre de produits en commun, de pistes thérapeutiques. Mais je dirais, alors, il n'y a pas beaucoup de questions, hein. Pourtant, vous êtes nombreux, il y a plus de 250 personnes présentes, mais je crois que vous êtes tous absorbés par ces présentations qui sont très didactiques. Je me demandais juste quand même, c'est vrai que nous, on est vraiment en monothérapie hein, dans la sclérose en plaques et même dans la neuromyélite optique. Vous avez tendance, souvent, j'ai l'impression, à plus associer les thérapies immunosuppressives. Ça va plus être tellement le cas maintenant, j'imagine, avec ces nouveaux traitements. Ou quand même, c'est un petit peu de Cellcept, plus autre chose. Qu'est-ce que c'est quoi le... De manière générale, en fait, on ne combine pas les immunosuppresseurs, enfin, à part évidemment corticoïdes plus immunosuppresseurs. Par contre, on combine souvent parce que on a un handicap résiduel avec des immunomodulateurs pour les patients qui ont des myasthénies dites réfractaires, que je n'ai pas eu le temps de définir là. On combine avec parfois des immunoglobulines au long cours ou quand c'est encore plus parfois aussi compliqué, des échanges plasmatiques au long cours, ce qui est quand même lourd pour le patient. Donc c'est sûr qu'on a, en fait, probablement on va aller vers un traitement de plus en plus à la carte, je pense, vers ces patients, en fonction de leur sérotype, du type d'auto-anticorps qu'ils ont, de leur âge, parce qu'on a de plus en plus de patients qui ont une myasthénie âgée, avec des comorbidités, avec des interactions médicamenteuses, en fonction de l'association avec Timome ou pas. Donc, je pense qu'on va aller vers une médecine de plus en plus personnalisée grâce à l'arrivée de tous ces traitements. Oui, merci. Merci beaucoup. Écoutez, si vous avez encore des questions sur la prise en charge des patients avec myasthénie, n'hésitez pas à les poser. On gardera un petit peu de temps en fin de webinaire pour poser quelques questions. Et sans plus attendre, je vous présente, ou je ne vous le présente pas tellement il est, important, coordinateur de la filière Philnemus, coordinateur du centre de référence neuromusculaire, neurologue au CHU de la Timone à Marseille, le professeur Chara Matarian qui va vous parler des maladies neuromusculaires traitables en 2022. Merci beaucoup, Céline, pour cette introduction. En fait, je vais aborder la troisième partie et la dernière partie, les neuropathies. Alors, les liens d'intérêt, j'en ai beaucoup aussi, quasiment avec tous les laboratoires. Je vais continuer de parler des neuropathies auto-immunes, les formes chroniques, et on rejoint la direction que Emmanuel a prise avec les mêmes molécules, les mêmes stratégies. Donc, comme ce sont des neuropathies auto-immunes et chroniques, ça rejoint quasiment les mêmes mécanismes que les myasthénies. En tout cas, le rationnel s'oppose sur, ça pourrait s'opposer sur la myasthénie. Donc, depuis 20 ans, 30 ans, nous avons toujours dans cette pathologie-là 3 choix, immunoglobuline, échange plasmatique ou corticoïdes. Et maintenant, les nouvelles familles, les nouvelles catégories arrivent, ce qui agit sur lymphocyte B, anti-FcRn, vous avez entendu, et puis anticomplément. Alors, d'abord, les traitements qui agissent sur les lymphocytes. Donc, ce sont les médicaments que vous connaissez, vous avez entendu, c'est rituximab. Alors, la nouveauté, pas tellement dans l'utilisation rituximab, mais l'identification des
des entités, des sous-entités des formes chroniques des neuropathies démyélinisantes, inflammatoires ou mieux dit auto-immunes, qui sont les anticorps. Identification des anticorps dans cette pathologie, une sorte de phénotypage de ces neuropathies qui continuent, qui progressent petit à petit pour identifier les sous-entités, mieux adapter les traitements. Donc, récemment, ces dernières années, nous avons connu, et il a été mis en évidence, des anticorps anti-neurofacine, anti-contactine, anti-Caspardo. Ce sont des anticorps qui sont présents dans la région nodale ou paranodale de node ranvier, qui interviennent dans l'attachement, dans fixation, en tout cas un rôle mécanique, si on pourrait dire à ça, de la gaine de myéline. Ce qui permet finalement d'identifier, comme je vous disais, ces sous-groupes avec un phénotype clinique assez homogène, des formes sévères associées à des tremblements, et puis résistants aux autres, plus résistants aux autres traitements qui sont les immunoglobulines ou corticothérapie. Mais comme ces anticorps sont de type IgG4, de type IgG4, donc comme Emmanuel vous a dit, très répondeur au rituximab. Donc, on peut individualiser, mieux personnaliser ce traitement-là, et actuellement d'aller directement vers le traitement vers rituximab sans passer par immunoglobuline ou corticothérapie. On voit l'effet de ces traitements, de ce traitement dans ce groupe de neuropathiques. Maintenant, on ne peut plus dire idiopathique puisque le diagnostic est, enfin, il y a une identification diagnostique avec l'efficacité de ce traitement. Et encore une fois, je ne vais pas répéter, mais nous attendons avec l'espoir l'arrivée des nouveaux CD20, des anti-CD20 ou anti-CD19 dans ces neuropathies auto-immunes chroniques. Alors, deuxième groupe, encore une fois, cela a été expliqué suffisamment, ce sont les anti-FcRn, hein, donc ces anticorps qui bloquent un recyclage des anticorps pathogènes à l'intérieur de lysosome. Donc, ces anticorps ne sont pas ne retournent pas ne sont pas versés dans le sang, et ainsi leur taux plasmatique, comme vous voyez, chute comme un échange plasmatique. Actuellement, il y a en tout cas, il y a un traitement, un essai thérapeutique avancé en utilisation d'un de ces anti-FcRn qui est efgartigimod de laboratoire Argenx. L'ambition est l'inclusion de 400 patients dans un essai multicentrique double aveugle contre placebo. 200 patients sont inclus et les premiers résultats, enfin les résultats sont, on espère les avoir vers début 2024. Deuxième anticorps anti-FcRn dont l'essai thérapeutique devait être commencé en septembre 2022, donc ces jours-ci, avec ambition d'inclure 300 patients. C'est un essai mené par les laboratoires Janssen. Donc, nous espérons d'avoir ces nouvelles classes thérapeutiques, d'autant plus que, par exemple, efgartigimod peut être utilisé en voie sous-cutanée. Vous imaginez comment dire, l'aisance de traitement qu'on peut obtenir. Pareil, troisième famille de traitements qui peuvent être utilisés dans ces neuropathies auto-immunes chroniques, ce sont les anticorps les produits anticompléments, interrompre les voies de complément à 3 niveaux et
possible et arrêter l'action de complément, les 3 actions de complément. Alors, l'essai qui est actuellement en cours, et le rationnel est assez fort, et l'utilisation d'un anticorps monoclonal humanisé de type IgG4 qui inhibe cette voie-là au niveau de C1S. C'est un essai phase 2 en ouvert, mené par les laboratoires Sanofi, et 90 patients sont attendus dans une étude multicentrique. La France a actuellement inclus 7 patients. Donc, après ces 3 possibilités d'action, diminution, rétention, diminution d'activité lymphocytaire, rétention d'anticorps, et puis blocage des actions d'immunoglobuline, on peut détruire l'anticorps pathogène. Alors cette fois-ci, je vais vous parler de Guillain-Barré. Le laboratoire ANSA, qui est un laboratoire suédois, propose AIDES. AIDES, c'est un enzyme d'origine streptococcique. Alors, AIDES coupe les immunoglobulines au niveau de coller, ça les décapite. L'effet est spectaculaire. En quelques heures, très rapidement, le taux d'anticorps chute de manière spectaculaire. Pour le même effet, il faut faire des échanges plasmatiques multiples. Au bout de 4-5 échanges, sur une dizaine de jours, on arrive à voir ces effets-là. Alors, ce médicament a été testé dans transplantation hépatique, à viser de prévenir le rejet immédiat, autant au même titre que les immunoglobulines. Donc, ces résultats ont été publiés dans New England. La sécurité est prouvée par l'utilisation non seulement chez le sujet sain, mais chez ces patients-là. Et l'avantage, c'est l'efficacité très rapide. Autant comme vous savez que les immunoglobulines et les échanges plasmatiques agissent au bout de dizaines de jours après la fin d'administration de traitement, autant on espère avoir une efficacité clinique très vite, au bout de quelques heures. Et ça, c'est important puisque en attendant l'efficacité des traitements classiques, la pathologie continue à progresser. Alors que là, en décapitant les anticorps pathogènes, on peut avoir un effet clinique très vite. Un essai clinique qui est en cours en Europe, un essai ouvert, montre bien ces premiers éléments, les premières impressions confirment bien cette efficacité rapide. Comme vous voyez, la France est en très bonne position grâce à le réseau collaboratif. On est très, très réactif. Les 19 patients sont inclus en France et, comme je vous disais, l'expérience globale est que la majorité de ces patients commencent à s'améliorer au bout de quelques heures. Au bout de 48 heures, ils ont une amélioration qui est assez spectaculaire. Donc, moi, je fonde un espoir assez important sur cette molécule dans le Guillain-Barré, ce qui nous permettrait d'avoir une arme thérapeutique non négligeable et supplémentaire. Maintenant, nous allons voir les neuropathies génétiques. Donc, les neuropathies génétiques, pas de traitement jusqu'à considéré. Vous imaginez la difficulté et le désespoir des patients. Alors, le premier traitement, la première neuropathie dont je voudrais vous parler, c'est c'est une neuropathie rare, mais traitable. Il faut le connaître pour ne pas louper le traitement dans ces pathologies-là. Alors, ça a été mis en lumière récemment. C'est les neuropathies liées au déficit de transporteurs de riboflavine. La difficulté, c'est l'apparition à l'âge tardif. Alors, l'âge tardif, c'est entre 20 ans et 40 ans.
Ces neuropathies sont assez, comme je vous disais, il faut le diagnostiquer, ne pas les rater. Il y a un traitement efficace. Peut se présenter sur 4 formes. Les formes de neuropathie motrice distale, un peu CMT spinale, on va dire CMT moteur. OK, mais encore une fois, sont traitables. Il faut faire attention aux atteintes multiples des paires crâniennes. Cette étiologie, il faut absolument le chercher. Ensuite, les formes qui se présentent, enfin qui miment Guillain-Barré ou Hamann. Là, il ne faut pas aller sur le traitement immunoglobulinique ou échange plasmatique. Le traitement, c'est riboflavine. Quatrième groupe, ce sont les neuropathies plus banales, neuropathies sensibilimotrices, axonales, longueur dépendante, très banales chez le sujet âgé. Sauf que ce sont des sujets qui ont 20 à 40 ans. Donc, il faut être, comment dire, sensible à cet élément chimique. D'autant plus que ces neuropathies sont associées à une surdité, à une atteinte des paires crâniennes, une atteinte linguale, une atteinte axiale, une atteinte respiratoire. Donc, quand vous voyez ces signes-là, il faut demander le dosage enzymatique de riboflavine. C'est un marqueur biologique. Vous pouvez l'obtenir relativement facilement. Et puis, traiter et monitorer votre traitement. Donc, l'amélioration est possible. Cherchez la mutation. Donc, il y a 2 types de mutations, 2 gènes mutés. Ce gène-là, c'est plus pour les formes adultes. L'amélioration est possible, même s'il y a une errance diagnostique avec une perte axonale, on peut améliorer les patients. Une majorité ont une amélioration modérée ou notable. Donc, ne pas méconnaître cette neuropathie. Ensuite, un modèle de neuropathie génétique pour lequel il y a une révolution thérapeutique, c'est neuropathie amyloïde familiale. Vous savez, on a tous appris ces neuropathies qui sont de type comment dire, adulte jeune, portugaise, la forme autosomique dominante, bon, finalement, facile à diagnostiquer, sauf que la forme française est plus difficile. C'est une forme de sujet âgé plus de 60 ans, sporadique. Donc, quoi plus banal d'avoir chez quelqu'un qui a 70 ans des fourmillements, une neuropathie axonale, sensitomotrice, qui est vraiment banal. Il faut penser à ce diagnostic, chercher les éléments. On n'a pas le temps de faire une exposé là-dessus, mais pensez-y. Pourquoi? Parce qu'il y a un traitement. Alors, le mécanisme physiopathologique est très, très bien connu. Il y a un biomarqueur de suivi qui est neurofilament. Alors, c'est l'albumine qui est muté. Et à ce moment-là, le passage au monomère et tétramère n'est pas très bien, n'est pas fait. Et puis, il y a un dépôt d'autres protéines toxiques. Donc, depuis 2013, un traitement par tafamidis a été proposé, son efficacité est finalement prouvée. Et c'est un stabilisateur de monomère, empêchant la formation de tétramère et dépôt de cette protéine toxique pour les cellules. Alors, pour rappel, cette protéine, enfin la préalbumine, albumine, est produite au niveau du foie. Ce qui a permis, alors, une révolution thérapeutique. Pour la première fois, nous avons eu les traitements à base d'ARN, les ARN intermédiaires, les petites ARN. Dans cette pathologie qui ont été proposés, enfin publiés, dont les résultats sont publiés en 2018, permettant de traiter de manière très efficace cette pathologie. Vous voyez ici le taux de protéines anormales mutées chez le sujet non traité, placebo, et puis vous voyez la réduction drastique de cette série de cette protéine grâce à ce traitement-là qui est patisiran, agissant, ce sont les ARN qui agissent sur la traduction et diminuent la production de cette protéine anormale, ce qui se traduit de manière formidable au niveau clinique, quel que soit le critère principal, l'effet est remarquable. Donc, vous voyez ici l'aggravation, ce qui est vers le haut, c'est une aggravation, et puis chez le sujet placebo, et amélioration chez le sujet traité, vous voyez vers le bas, et puis une stabilisation. Encore une fois, on voit cet effet significatif, remarquablement significatif,
avec ce critère principal. Ce qui est intéressant, c'est que l'effet persiste dans le temps également par une étude démontrée par une étude longitudinale, quel que soit le critère utilisé. Donc, vous voyez ici la persistance de l'effet. Donc, ici, c'est la période longitudinale. Et puis, les sujets qui s'aggravaient, qui sont traités, ils s'améliorent. Le sujet qui était en placebo. Et cette tendance-là, on le voit encore une fois, quel que soit le critère principal. Un deuxième traitement, inotersen, a été proposé dans le même volume de New England, au même moment en 2018, c'est inotersen. Cette fois-ci, inotersen agit sur la transcription et diminue finalement le taux de protéines avec le même effet remarquable. Patisiran, jusqu'à-là, c'est proposé en intraveineuse, mais nous attendons l'arrivée de formes sous-cutanées et puis inotersen. Et c'est un traitement actuellement un traitement sous-cutané. Nous attendons la forme avec l'effet prolongé. Donc, vous voyez là également, quel que soit, c'est le même critère principal. Vous voyez l'efficacité de ce traitement. Alors, initialement, il y a eu des effets indésirables chez de rares patients dans l'essai thérapeutique, la phase 3. En prenant des précautions, ces effets, on ne rencontre plus. Donc, c'est un traitement qui est sûr. Et pareil, la persistance de l'efficacité au cours de temps a été démontrée, encore une fois, quel que soit l'effet, le critère utilisé. Et puis, on voit ici la cassure de courbe d'aggravation chez les placebos, les patients qui étaient chez placebo lorsqu'ils ont été mis sous traitement. Mais encore plus remarquable, enfin impressionnant, ce sont les thérapies géniques. Donc Pascal vous a parlé de thérapie génique chez l'enfant dans l'amyotrophie spinale, ce qui a une avancée formidable. Bon, finalement, on arrive à ce stade de thérapie génique dans les maladies neuromusculaires. Et là, à ma connaissance, la première fois qu'on utilise la méthode CRISPR-Cas9, cisogénétique chez l'homme, en étude pilote, quelques patients ont été traités et on voit encore une fois l'efficacité de thérapie génique, avec la baisse de biomarqueurs biologiques et persistance de cette baisse au cours de temps. C'est d'ailleurs au bout d'un an, le traitement reste efficace. Donc, nous attendons la suite, une phase plus importante de cette thérapie génique. Donc là aussi, je veux dire, maintenant, on a peut-être le souci de riche, comme disait Emmanuel. Que choisir entre ces différentes possibilités dans cette pathologie? Quelle doit être la stratégie thérapeutique? Les neuropathies Charcot-Marie-Tooth, très rapidement maintenant, vous savez que ce sont les maladies rares les plus fréquentes. C'est la maladie rare la plus fréquente. Donc, 1 sur 2500, les formes les plus fréquentes, c'est CMT1A avec à peu près dizaines de milliers de patients en France. Alors, l'essai thérapeutique qui est le plus avancé, le traitement, enfin, le plus avancé, c'est PXC 3003, proposé par le laboratoire Pharnext. C'est une association de 3 molécules qu'on connaît, baclofen, sorbitol, naltrexone. L'intelligence de ce modèle, c'est qu'on utilise à très faible dose 3 molécules qui ont une action synergique avec peu d'effets indésirables, dont l'effet final, c'est réduction de taux de PMP22, puisque dans cette pathologie, c'est l'excès de production de PMP22, c'est une duplication de gènes qui entraîne la pathologie. Alors, un essai en phase 2 en France avait montré l'efficacité de la dose la plus haute qu'on utilisait en comparaison avec le placebo, et il y a un effet dose. Cet effet a été confirmé par un essai international incluant 323 patients, toujours un effet de la dose la plus forte en comparaison avec le placebo, et il y a un effet dose, quels que soient les critères principaux qui ont été utilisés.
Et actuellement, on utilise une troisième phase, troisième étude, une deuxième phase 3 confirmatoire. 350 patients ont été inclus. Les premiers patients ont terminé leur protocole. On va voir les résultats, enfin on espère que ce soit positif. De même, il y a l'utilisation des ARN intermédiaires ou petits ARN dans cette pathologie pour diminuer la production de PMP22 ou les thérapies géniques qui sont chez l'animal très prometteurs, sauf qu'il faut faire attention. L'excès de PMP22 entraîne CMT1A. Si on diminue trop, on entraîne une autre pathologie en miroir qui est HNPP, hypersensibilité à la pression. Donc, une neuropathie, on le transforme en une autre neuropathie. Donc, il faut faire attention à ça. On peut utiliser d'autres molécules qui interviennent de manière indirecte sur le PMP22. Dans les autres formes, une molécule qui est une candidate avec un rationnel très robuste, c'est Cefin-1. On espère démarrer l'essai clinique bientôt. Et puis, dans les autres formes fréquentes dont je vous parle, la thérapie génique. Je vais finir pour rassurer Céline, je vais finir par cette nouvelle mutation parce que c'est très particulier. Pourquoi c'est très particulier dans les mutations SORD? D'abord, c'est une forme qui est fréquente dans les types 2 CMT2. Ce sont les sujets plutôt jeunes, malgré tout, qui font une forme modérée en général, une forme motrice. Donc, un phénotype relativement bien identifié. Mais la caractéristique essentielle, c'est qu'il y a toujours, comme riboflavine, un biomarqueur sérique disponible. Cette mutation entraîne, on va voir rapidement, un excès de sorbitol sérique qu'on peut mesurer. Donc, un élément diagnostique. 2, un élément de suivi de traitement. Voilà, le sorbitol est augmenté chez l'animal. Je passe rapide parce que cette voie-là est interrompue. En fait, actuellement, il y a des antidiabétiques qui diminuent le taux de sorbitol. Et quand on l'utilise chez l'animal, que ce soit alors in vitro ou chez l'animal, on peut très bien voir l'effet de ces antidiabétiques sur le modèle animal. Donc, très rapidement, en fonction de l'âge, regardez ce groupe-là, la mouche drosophile normale, pathogène, traitée, donc on voit une amélioration. Donc, une maladie génétique à ne pas méconnaître, on peut diagnostiquer un biomarqueur sérique et probable traitement. Les essais thérapeutiques vont démarrer très vite. Voilà, je crois que j'ai fini, Céline. Pour conclure, je dirais, enfin, je l'ai proposé, c'est passionnant, beaucoup de nouveautés dans les neuropathies auto-immunes, dans les neuropathies génétiques où on ne s'attendait pas à arriver à ce niveau-là et des progrès vastes qui permettent d'avoir des grandes familles de molécules à l'intérieur de chaque famille, multiples molécules qui agissent sur les voies différentes et ça nous permet d'avoir une multiplicité d'actions. Merci infiniment, Sharam, pour cette présentation tout aussi enthousiasmante concernant les neuropathies. Je vous invite, Emmanuel et Pascal, si vous voulez bien, à ouvrir vos caméras. Voilà. Juste pour rebondir sur une petite remarque qu'on a eue dans les questions, et comme on a encore quelques minutes pour les questions. Hein. Sharam m'avait prévenu qu'il allait dépasser un peu. Voilà, alors c'est vrai qu'une des collègues neurologues libérales dit on n'a pas beaucoup de questions parce qu'on se rend compte que, par exemple, pour les myasthénies, on ne va plus pouvoir suivre ces patients. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, moi je suis désolée si que ce soit pas la conclusion de ce topo parce que c'est pas le cas. Je pense qu'il y a encore, enfin, dans l'ensemble des patients qui ont une myasthénie qu'on suit, il y en a beaucoup qui sont
bien contrôlée avec les thérapeutiques que vous avez vues en 2015 et on en reste pour l'instant sur ces thérapeutiques-là. C'est plutôt, et je pense que ces patients peuvent très bien continuer à être suivis par nos collègues libéraux en ville avec qui on a beaucoup de relations. C'est plutôt pour les patients qui se situent en myasthénie réfractaire. Et ça, c'est en fait une définition sur laquelle il va falloir qu'on continue d'avancer parce qu'en fait, c'est pas myasthénie réfractaire, ça peut être le patient qui a 3 lignes de traitement et qui continue de faire des poussées sévères, mais ça peut-être que c'est aussi le patient qui pas vraiment d'exacerbation, mais en fait a un gros impact sur sa vie quotidienne, etc. Donc c'est sur ces patients-là qu'il va falloir travailler, mais je pense pas qu'il faille dire que les myasthénies peuvent plus vivre en ville. C'est pas le propos. Alors, on est rassuré, hein, mais je pense que même si c'est effectivement il y a des thérapies de plus en plus complexes ou des thérapies géniques ou voilà, des choses qui vont être parfois à délivrance hospitalière, c'est quand même important, je pense, d'avoir un peu les idées claires, surtout quand c'est pas notre domaine de prédilection, de savoir ce qui se passe en fait dans les avancées sur ces maladies plutôt rares quand même, hein. Alors, on a des questions un petit peu plus ciblées. Alors, peut-être pour rester juste par rapport à la présentation de Sharam, dans les CMT, est-ce que les molécules ralentissent l'évolution de la maladie ou est-ce qu'elles peuvent entraîner une récupération? Non, moi je dirais, dans les meilleurs des cas, enfin ralentir, voire stopper. Mais étant donné comme on intervient à l'âge adulte assez tardivement, quand même, la perte axonale est instaurée et pour l'instant, aucun traitement ne permettrait pas, à mon avis, hein, de récupérer la perte axonale. Donc, arrêt de la maladie plutôt que de récupération. Et puis une dernière question, puisque on va vous libérer pour vos activités. Est-ce qu'on a des données de tolérance au long cours avec les FcRn, les inhibiteurs de cette fraction des immunoglobulines? Alors ça, je coupe Emmanuel, peut-être elle est Ouais. partie, mais c'est une très bonne question parce que je prolonge la question sur hypogamma prolongé. Voilà, Emmanuel. Dans la myasthénie, en tout cas avec le médicament qui est en accès précoce, la levgargitimab, on commence à avoir en tout cas un certain recul puisque là, il est en phase 4 avec globalement une bonne tolérance. Et si on assimile finalement ce type de traitement à des plasmaphéreses, alors c'est quand même pas tout à fait la même chose parce qu'il y a finalement, c'est peut-être plutôt un mécanisme qui est aux confins entre avec les échanges plasmatiques et les immunoglobulines aussi, puisque le FcRn, il est impliqué dans l'action des immunoglobulines polyvalentes. Mais bon, on sait que finalement, ce sont des mécanismes qui ont un très bon profil de tolérance au long cours. Donc, si on extrapole, on peut penser que c'est quand même des traitements avec un meilleur profil de tolérance que sont les immunosuppresseurs purs et durs qu'on peut employer au long cours, par exemple dans la myasthénie. Alors les premiers patients, enfin les premières séries des patients qui ont eu le traitement dans les essais thérapeutiques, on arrive à 6-7 ans de recul. Donc effectivement, comme dit Emmanuel, on n'a pas noté d'effets sévères, d'effets graves. Bon, eh ben, merci pour ces précisions. Écoutez, donc l'heure tourne et d'abord vraiment merci encore une fois à vous d'être intervenus et surtout de nous avoir fait des topos extrêmement didactiques. Je ne sais pas si vous imaginez la richesse de la quantité de pathologies qui ont été présentées et surtout des traitements aussi on a parlé de maladies traitables dans lesquelles on va pouvoir dire des choses aux patients et donc c'est vrai qu'on ne veut plus entendre que la neurologie c'est contemplatif. Voilà. Non mais c'est vrai, on a des tout jeunes qui viennent peut-être de choisir leur spécialité suite à l'ECN, donc voilà, c'est quand même important. Plus efficace que les chirurgiens. Voilà. Ça dépend peut-être du problème. Voilà,
Je vous propose donc de clore cette réunion. Avant ça, je remercie encore une fois Marilyn Vaux qui travaille à la SFN et qui nous permet d'avoir ces webinars. Je vous remercie à tous pour votre attention. Vous étiez encore très nombreux ce soir, plus de 250 en direct, et vous pourrez revoir toutes les présentations en replay. Et je vous annonce le prochain webinar. On n'a pas encore la date, mais ce sera probablement au mois de novembre et c'est sur la thématique du mouvement anormal. Voilà, donc à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir Céline. Au revoir.